J'ai le plaisir de donner la parole à Juan Alonso, qui va nous faire une intervention qui a pour titre Questions sémiotiques sur la stratégie et la prospective dans l'intelligence artificielle. Merci Maria Giulia. Évidemment, je vais parler d'une chose très différente de celle de l'intervention de Maria Giulia, mais quand même, il va y avoir quelques questions à la fin, surtout, qui ne sont pas très éloignées parce qu'elles concernent, en tout cas pas très éloignées de la question que moi je lui posais. Peut-être pas de son intervention, sur la question sur la dimension modale et en particulier sur les modalités valedictoires dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je vais parler surtout de la question de l'introduction de la place de l'intelligence artificielle dans la guerre, simplement. Et de quelques questions sémiotiques que cela soulève. Au-delà, bien entendu, des questions sociopolitiques. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'intelligence artificielle est en train de modeler complètement le monde des conflits modernes, au point que certains parlent même d'une nouvelle révolution des affaires militaires, c'est comme ça qu'ils parlent, comme au même titre que l'introduction de la poudre ou de l'atome dans la guerre. Et même, il y a par exemple, pour reprendre une notion de Jean Lassegue et Antoine Garapon, dans un autre univers, l'univers juridique, eux, ils parlent d'un conflit de normativité. On pourrait penser qu'il y a entre, disons, la manière dont on a conçu la guerre jusqu'à maintenant et l'introduction de l'intelligence artificielle, un conflit de normativité, entre une normativité, disons, algorithmique et une normativité sociopolitique. Par exemple, on le voit aujourd'hui, surtout en Ukraine et dans la guerre à Gaza, mais surtout à Gaza, est en train de transformer l'utilisation de l'intelligence artificielle, le paradigme classique de la guerre. Surtout, et c'est ça qui m'intéresse, surtout sur le processus de prise de décision dans un contexte stratégique. Donc, dans un contexte d'interdépendance des actions. En fait, c'est ça le cœur de ma réflexion, la question de l'interdépendance des actions, donc de la question stratégique. Donc, je vais m'intéresser surtout à la question de l'anticipation dans l'intelligence artificielle et de son application dans les affaires militaires et en conséquence, dans sa relation avec la potentielle capacité de compétence prospective de l'intelligence artificielle. La lecture sémiotique de cette question, de la capacité anticipative de l'intelligence artificielle, pose aussi la question de l'activité métacognitive de l'intelligence artificielle, dans la mesure où celle-ci serait en mesure d'analyser les données en cours d'action, si on fait l'hypothèse qu'il y a une véritable intelligence dans l'intelligence, une véritable intelligence stratégique dans l'intelligence artificielle, et donc, s'il est capable d'analyser les données en cours d'action, s'il est capable donc de modifier son comportement dans des conditions stratégiques qui changent, ce qui pose logiquement la question de l'aptitude de l'intelligence artificielle à construire des simulacres. Et donc, d'une certaine manière, d'exister comme dans une forme d'intersubjectivité, réelle ou pas. Juste une petite introduction sur qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui l'intelligence artificielle dans la guerre. Par exemple, il existe dans la guerre à Gaza, l'armée israélienne utilise un système appelé Apsora qui gère une quantité extraordinaire de données, par exemple pour le rythme et le choix des cibles à bombarder. Et qui a une accélération des récoltes de données et de bombardements extraordinaires comme on n'avait jamais vu. La vitesse de bombardement qui ont lieu aujourd'hui à Gaza, depuis que la guerre a commencé, c'était du jamais vu. Donc certains, justement, parlent d'une usine, cette machine d'intelligence artificielle, d'une usine d'assassinat de masse. Non? Qu'est-ce qui se passe? Comment fonctionne l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la guerre?
elle est en train, dans une grande mesure, de prendre la main sur les affaires, sur la conduite de la guerre. Pourquoi? Parce qu'elle est capable, l'intelligence artificielle, d'optimiser en temps réel les plans des attaques, par exemple des avions et des drones. Constamment, il actualise constamment les données pour optimiser l'action des drones, par exemple. Il calcule la quantité de munitions requises, attribue des cibles précises, détermine l'ordre plus efficace d'agir, etc. Il y a un chercheur en stratégie qui a publié un article récemment qui dit que c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est comme à peu près ce qui s'est passé dans la guerre civile en Espagne en 1936, c'est-à-dire qu'une guerre qui avait commencé comme une guerre des tranchées, mais dans laquelle avaient commencé à arriver justement les armes modernes, les chars, l'aviation, etc. Il considère donc qu'il y était déjà une sorte de prévision de ce qui allait se passer dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il dit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est en train de dire ce qui va se passer vraiment dans les prochaines guerres. Bon, les applications militaires de l'intelligence artificielle sont très nombreuses, de la logistique au ciblage, en passant par le renseignement, l'aide à la décision, etc. Et avec l'intégration complète de systèmes de l'intelligence artificielle dans la prise de décision. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, les systèmes, les armées sont capables de récupérer et de récolter une quantité d'informations extraordinaires, des drones et d'autres systèmes, qui sont ensuite retravaillés par l'intelligence artificielle elle-même. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe, c'est que, par exemple, aujourd'hui, les armées, qui sont les acteurs humains dans la guerre, sont incapables de traiter les données que l'intelligence artificielle leur propose. Par exemple, on dit que le nombre d'images qui ont été filmées par les drones américains en Afghanistan il y a presque 20 ans exigerait 24 ans de visionnage pour pouvoir toutes les voir. Donc, c'est impossible que l'humain puisse regarder et analyser les images que déjà l'intelligence artificielle a proportionnées à ces armées. Donc, la gestion et l'analyse de ces images produites par l'intelligence artificielle est confiée à l'intelligence artificielle, déjà. Donc, en fait, c'est entre machines qui se passe tout. Donc, ça crée une sorte de rythme effréné, une accélération des rythmes des opérations qui ne va que s'accentuer. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette accélération? C'est qu'évidemment, les opérateurs, la place des opérateurs humains est de plus en plus petite. Parce que, tout simplement, ils sont incapables de gérer et d'analyser les données que l'intelligence artificielle elle-même leur donne, et parce que cela crée, évidemment, une temporalité tellement accélérée qu'ils seraient incapables de les gestionner. Et donc, il faut confier la décision de plus en plus à l'intelligence artificielle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une place de l'être humain de plus en plus réduite. Et parce que celui-ci, déjà, il ne peut pas justement gérer ces quantités de données, et parce que souvent, il est incapable de comprendre ce qu'est en train de lui donner l'intelligence artificielle. Par exemple, on dit aujourd'hui que les opérateurs de l'armée israélienne ont souvent moins de 15 minutes pour prendre des décisions de bombardement. Et donc, c'est surtout l'intelligence artificielle qui leur propose évidemment des solutions, mais comme ils ont tellement peu de temps pour prendre des décisions de qu'est-ce qui est le meilleur, la meilleure cible, la cible prioritaire, on confie à l'intelligence artificielle cette prise de décision. Cela pose, comme je disais au début, aussi la question de la métacognition, c'est-à-dire est-ce que ces machines qui sont déjà capables d'apprendre en cours de mission s'adaptent à des environnements changeants. Et donc, qu'est-ce qui se passe sans contrôle efficace? Par exemple, on pourrait imaginer que ce qui peut arriver,
c'est que ces intelligences artificielles qui peuvent changer de décisions tactiques à un moment donné, donc des décisions opérationnelles, jusqu'où peut arriver cette décision opérationnelle. C'est uniquement en termes d'efficacité ou si elles peuvent transformer même d'autres décisions qui ne seraient tout simplement opérationnelles. C'est-à-dire qu'elles sont capables de prendre des décisions qui ne sont pas purement d'efficacité, mais même de but de la guerre, par exemple. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, dans une grande mesure, les intelligences artificielles participent déjà à la prise de décision. Mais ce sont encore, prennent, disons, une partie. Parce que ces modèles automatisés peuvent encore être sélectionnés ou pas. La vraie rupture, c'est la question intéressante et qui va m'amener à des questions sémiotiques, et arrivera quand il y aura une sorte d'intelligence artificielle que les gens qui travaillent là-dessus appellent forte dans le monde de la guerre, c'est quand elle ne sera plus tout simplement une aide à la décision, donc tactique, mais quand elle pourra prendre des décisions d'ordre stratégique, en prenant par exemple en compte un nombre exhaustif de données qui appartiennent à des domaines de plus en plus vastes, qui ne concernent plus exclusivement disons, la guerre elle-même, mais qui prennent en considération, par exemple, des données sociopolitiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, l'intelligence artificielle pense, disons, de manière très différente que les hommes. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle n'a pas de problème de morale, n'a pas de problème de fatigue, n'a pas de pression politique, n'a pas de conditionnement culturel, etc. Donc, cette approche cognitive de la guerre différente, plus logique, plus complète et systématique, celle de l'homme, sans doute doit bouleverser l'approche de la guerre. Elle ne va pas complètement abolir l'incertitude, mais dans une grande manière, va la réduire. Et donc, de ce point de vue-là, le paradigme classique de la guerre dans lequel nous avons vécu depuis Clausewitz, pour qui la guerre, c'était le jeu, le libre jeu de l'esprit, disparaîtra d'une certaine manière. Non? Donc, le maniement de l'entendement pur s'étendra à la sphère militaire par l'intermédiaire des machines. Et donc, finalement, les connexions entre politique et militaire vont se simplifier, tout simplement, parce que le recours à la violence sera définitivement ajusté au niveau suffisant pour satisfaire les besoins politiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas justement d'acteurs humains dans la guerre. Donc, entre les décisions politiques et les décisions, disons, de l'intelligence artificielle, il n'y aura plus le décalage, par exemple, de la friction de la guerre, c'est-à-dire de tout le problème de la guerre telle qu'elle a lieu. Et donc, ça pose la question pour moi de la prospective. Vous vous souvenez qu'en l'année 84, il a été publié un numéro de la revue Actes sémétiques, un bulletin, qui abordait aussi les questions de l'anticipation. Donc, on s'interrogeait sur les procédures prospectives et soumettait à l'examen sémétique. Évidemment, et c'est là que je vais me concentrer plutôt, la sémétique s'était déjà penchée sur cette question de l'anticipation, surtout à partir de la question des stratégies. Il y a eu les travaux d'Éric Landowski et de Paulo Fabri et d'autres qui s'étaient intéressés à la question de l'incertitude engendrée par l'anticipation. Dans ces numéros de la revue, évidemment, la question était traitée autour disons, des modèles différents, par exemple des prédictibilités, comme Jean Petitot qui parlait par exemple du modèle de la promesse ou des contrats fiduciaires, ou par exemple de la force prédictive de la théorie sémiotique, par exemple au niveau du schéma narratif, par exemple. Mais une question qui s'est posée, évidemment, qui se pose encore aujourd'hui, c'est la question de la prédictibilité
en relation avec la notion de déterminisme. Qu'est-ce qui se passe justement quand la guerre est pensée à partir de l'intelligence artificielle construite, menée par des algorithmes qui incarnent de manière absolue cette sorte de déterminisme de la prédictibilité. Ou par exemple, je pense aussi que la sémétique sur la question de la prédiction, de la prospective, réfléchit aussi à partir de la notion sur le concept de temporalité, sur la question de la temporalité du modèle différent proposé, sur la réflexion par exemple sur le futur présent, le futur antérieur, sur la question des modes d'existence entre les potentiels, les formes sémétiques latentes, etc. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cette perspective de la stratégique, et prédictive dans l'intelligence artificielle dans la guerre, c'est la question de l'échange des simulacres qui me paraît qu'il y a quelque chose à dire. Je pense que l'introduction de l'intelligence artificielle dans le domaine de la guerre, et qui me semble très déterminante sur la nature de la relation entre ces deux phénomènes, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et la guerre, vient du fait que l'intelligence artificielle produit une sorte de désémiotisation de la gestion de la guerre, où les dimensions sémiotiques, par exemple symboliques, narratives, passionnelles, comme disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle n'a pas de problème de morale, elle ne se fatigue pas, sont transformées en simple calcul, et où la connaissance, par exemple, des relations sociales, politiques et les données géostratégiques disparaissent. Cela pourrait donner lieu à une sorte de stratégie purement numérique, de calcul, car elle réalise une sorte de chiffrement de la réalité géostratégique sous forme de données, avec une sorte d'objectivisation radicale du monde, on pourrait même dire avec une sorte d'objectivisation des subjectivités. Est-ce qu'elle serait en mesure, dans ces calculs, de prendre en considération, par exemple, le niveau d'engagement d'une armée? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, évidemment, elle ne se pose pas la question comme ça dans la guerre. Elle fait tout simplement des calculs. Mais est-ce qu'elle sera un jour en mesure de objectiver en données le niveau d'engagement d'une armée ou la cohésion d'un collectif national derrière son armée? Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire ça? La force d'une armée, son état moral, la valeur symbolique d'un objectif, ou en conséquence, le degré de ténacité des sujets dans la bataille. Est-ce qu'on peut imaginer une telle intelligence artificielle? Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. J'avoue que je pose des questions pour lesquelles je ne connais pas la réponse, mais qui me paraît que sont des questions sémiotiques importantes, parce que ce sont les questions sémiotiques que nous nous posons sur tout type de pratiques. Non? Par exemple, les prises de décision qui sont calculées à partir des données probabilistiques auraient été capables, par exemple, de prévoir le sursaut anglais après la chute de la France face au nazisme. Est-ce qu'ils sont capables de calculer? Je me souviens qu'ils savaient déjà essayer de calculer, par exemple, le degré de souffrance que les Russes, pendant la guerre froide, le degré de souffrance que les Russes étaient capables d'accepter sans déclencher une guerre nucléaire. Il y avait justement des think tanks stratégiques aux États-Unis qui calculaient le nombre de morts que les Russes sont capables d'accepter sans se fâcher trop. Ils disaient que jusqu'à 20 millions, ça allait. C'est-à-dire qu'ils sont, leur, disons, capacité d'encaisser telle que quelques millions de morts ne les fâchent pas trop, donc ils ne lancent pas une attaque nucléaire. Évidemment, ce même centre de réflexion disait que aux États-Unis, le seuil de souffrance était beaucoup plus bas. 100 000
100 000 morts aux États-Unis, évidemment, on déclenche une guerre nucléaire. Donc, la question, c'est est-ce qu'on pourra transformer, est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'objectiver ce type de données typiquement passionnelles, par exemple, ou morales. Donc, si, je citais tout à l'heure, Jean Lassalle et Antoine Garapon, dans son ouvrage Justice digitale, considèrent que le big data opère en quelque sorte un hors-récit. Donc, si c'est comme ça aussi pour la guerre, comme pour la justice, l'introduction de l'intelligence artificielle dans la justice, si c'est la même chose pour la guerre, c'est clair que la guerre change de sens. Reprenons encore un exemple classique de Clausewitz, le fameux brouillard de la guerre. C'est un terme inventé par Clausewitz pour décrire l'absence ou le flou des informations pour des participants à des opérations militaires. Évidemment, ce brouillard évoque tantôt l'incertitude des protagonistes quant à leurs propres capacités, tantôt leur manque de visibilité quant aux capacités des adversaires, ou à la position des forces, ou à leurs objectifs. Or, toutes ces dimensions qui sont, on peut appeler subjectivantes, d'une certaine manière, parce qu'elles dépendent des conditions d'énonciation de la guerre et tante subjectivité, qui dépendent justement des positions énonciatives précises des sujets engagés, seront complètement absentes dans l'intelligence artificielle, parce qu'elle ne se pose pas, elle n'a pas ce type de problème. Parce que l'information qu'elle donne, l'intelligence artificielle, si elle n'est pas, qui sont complètes, elle est presque complète. Il s'arrive à presque tout connaître grâce à l'intelligence artificielle. Fabre disait, par exemple, en parlant de Clausewitz, que lorsqu'un général reçoit beaucoup d'informations contradictoires et doute de l'action à entreprendre, il n'y a pour lui qu'une seule solution, l'obstination. Choix qui consiste à appliquer ce que Greimas appelait, dit Fabre, le paradoxe modal. Donc l'obstiné, en effet, celui qui continue de faire ce qu'il fait quand tout démontre qu'on ne peut pas le faire. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'obstination, de continuer, par exemple, malgré le fait qu'il n'a pas certaines informations, etc. Donc le point essentiel, c'est qu'à l'intérieur du simulacre résistentiel, on trouve deux instances. Donc, la première, sur le plan cognitif, on ne peut plus faire, mais on va le faire. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle serait capable de faire ça? Pour Clausewitz, la guerre est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Voilà la définition de la guerre pour Clausewitz. Donc, la capacité à comprendre l'adversaire est un outil essentiel pour atteindre cet objectif. La prolifération des données et de leur analyse par l'intelligence artificielle ne peut pas rendre compte, ou pas au moins complètement, de ce processus sémio-narratif qui est la manipulation, malgré la transparence complète que toutes ces données analysées pourraient fournir, car la guerre, justement, ne se remporte pas par la dissipation du brouillard, par l'information uniquement. La question, c'est quelle est la place du sujet? Même si l'intelligence artificielle peut interpréter cette volonté de détermination, est-ce qu'elle peut elle-même faire preuve de courage, par exemple? Est-ce que l'intelligence artificielle pourra être courageuse, non? Ou pas, non? Parce que c'est évident que la guerre ne se décide pas uniquement grâce à l'information, mais se décide surtout, comme dit Clausewitz, par la volonté des armées, des soldats, etc. Est-ce que, voilà, elle sera capable de faire preuve de courage et donc preuve d'une forme de subjectivité? Pour l'instant, évidemment, on a l'impression qu'il y a une objectivisation totale des données, mais qu'est-ce qui se passe justement avec... Et ça, c'est une question qui dépasse, bien entendu, le problème sémiotique, mais qui est le problème social, politique, qui est étant donné qu'il y a cette objectivisation de la guerre grâce à l'intelligence artificielle, qui fait disparaître la friction dans la guerre, c'est-à-dire tout ce qui
entrave le bon déroulement d'une guerre, pour le bon déroulement d'une guerre, si on peut utiliser cette expression, étant donné que l'intelligence artificielle ne subit pas une telle friction, pas d'état d'âme, pas de morale en berne, pas de fatigue, pas de brouillard qui fait exciter, on peut se demander si ça ne pourrait pas provoquer ce qui a toujours été dans la pensée de Clausewitz, quelque chose qui n'arriverait pas, c'est-à-dire la montée aux extrêmes. Pour Clausewitz, le fait qu'il y ait des frictions dans la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des fatigués, que les soldats sont fatigués, qui ne voient pas très bien les choses, que le moral est en berne, qu'il y a des problèmes, etc., empêche justement la montée aux extrêmes de la guerre. Or, quand tous ces éléments disparaissent, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait produire une sorte d'escalade aux extrêmes de la guerre? Parce qu'il n'y a pas de friction. Elle ne se fatigue jamais. Le mode de raisonnement de l'intelligence artificielle dans la guerre fonctionne par une sorte de corrélation mathématique. Non? Par exemple, ils font des corrélations entre certains comportements qui, pour eux, correspondent, pour l'intelligence artificielle, correspondent à certains rôles. Non? Une certaine manière d'agir correspond à un certain comportement, par exemple, un djihadiste. Non? Ils font des corrélations. Mais ce n'est pas du tout comme la pensée classique de la guerre, qui fonctionne par modèle d'intersubjectivité narrative. Le calcul numérique, d'une certaine façon, est libéré de tout contenu. Une sorte de sémiotique sans contenu, une sorte de sémiotechnique de la guerre. Ce qui arrive un peu dans les conflits à Gaza. Ce n'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une guerre sans stratégie. Bon, certains diront qu'il y a une stratégie claire, que c'est par exemple pour certains, mais la plupart des gens, justement, accusent, non moralement, mais d'un point de vue géostratégique, les dirigeants israéliens de ne pas avoir une stratégie, que c'est une guerre sans stratégie. Mais bon, venons à une autre question encore, retournons à la question de la prédictivité, l'âme de la stratégie. Comment fonctionne-t-elle avec l'intelligence artificielle? La sémiotie, bien entendu, soit dans sa version rhétorique ancienne, ou soit dans sa version moderne sémiotique, fonctionne à travers deux types de modèles de prévision d'anticipation. Pour la rhétorique, c'est celle de la causalité argumentative. Des éléments sont liés par des liens logiques, par exemple des causes à effet. Pour la sémiotique, les relations entre un élément et ce qui s'en suivra, donc ce qu'on peut prévoir, est d'ordre narratif. Or, la prédictivité et la prospective dans l'intelligence artificielle est exclusivement des corrélations. On serait tenté de dire analogique, purement analogique. Donc, si la corrélation est faite, qu'est-ce qui se passe avec ce type de raisonnement? Si la corrélation est faite sur peu de données, elle ne permet d'en tirer une quelconque conclusion. Si en revanche, c'est comme dans les cas des données récoltées aujourd'hui et traitées par l'intelligence artificielle dans le monde de la guerre, elle est trop vaste, la quantité d'informations est extraordinaire, on peut en déduire n'importe quoi. Ou on peut leur dire, faire dire, ou avec pas n'importe quoi, mais des choses avec des marges d'erreur trop grandes, sans pouvoir faire de la prospective et de la prévision, ou en tout cas sans pouvoir écarter un grand nombre d'erreurs. Avec ce que dans la guerre signifie, par exemple, des effets collatéraux de la guerre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, par exemple, avec le nombre incalculable de morts civiles. Donc, la logique impérante est une prévision du futur à travers des corrélations analogiques et anasémiotiques et asémiotiques et narratives des données ont une validité, à mon avis, assez relative. Il y a dans la guerre, comme dans toute activité humaine, une grande partie d'incalculable qui dépend justement de la construction sémiotique et de l'évolution culturelle. Par exemple, selon la logique corrélative typique de l'intelligence artificielle, les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki auraient dû être les premiers d'une série à suivre, car ils ont montré une corrélation parfaite, très précise, entre l'utilisation de la bombe atomique et la victoire et la fin de la guerre.
Donc, selon cette logique de la corrélation avec laquelle fonctionne l'intelligence artificielle, il aurait fallu continuer à utiliser la bombe atomique dans toutes les guerres, parce que c'est vrai que ça marche très bien. Or, contrairement à ce que ce type de prédiction aurait logiquement induit, cela a provoqué justement, heureusement, le contraire. Car ces bombardements ont fait évoluer la culture de la guerre à cause de l'horreur qu'elles ont provoquée. Or, une intelligence, et ça fait partie justement de la stratégie. Or, une intelligence artificielle qui fonctionne par corrélation, en fait, calcule le futur uniquement à partir des données du passé ou du présent actuel. Elle est incapable justement d'envisager les évolutions socioculturelles d'une société qui considère par exemple que voilà, on ne pourra plus utiliser cette bombe. Et un autre problème paraît important, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est la question de la capacité anticipative, dans la capacité anticipative et celle de l'activité métacognitive de l'intelligence artificielle. Donc, si, comme on le sait, elle commence déjà à le faire, c'est-à-dire à transformer en cours de route ces objectifs, et la question c'est est-ce qu'il s'agit uniquement d'un simple recalcul des circonstances du combat et donc des simples modifications tactiques, toujours à l'intérieur d'un programme et stratégie prédéfini par l'intelligence humaine, ce qui pose déjà des sérieuses questions sur la place de la décision humaine dans la conduite de la guerre, mais où il s'agit plutôt de véritables transformations stratégiques, où elle pourrait infléchir, voire modifier radicalement les objectifs d'une guerre. Aujourd'hui, on sait qu'elle est cantonnée à la dimension tactique. Mais rien n'empêche d'imaginer que l'intelligence artificielle, en traitant un plus grand nombre de données, pourrait justement infléchir la propre stratégie de la guerre. La différence, disons, entre une stratégie, entre une intelligence artificielle appliquée à la tactique, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, où celle-ci aide à la réalisation plus efficace d'objectifs stratégiques définis à l'avance, sa capacité à traiter des données à une échelle, à une vitesse que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre, et une intelligence artificielle appliquée à la stratégie qui déciderait des enjeux d'un conflit, par exemple. Est-ce que, par exemple, dans ce cas, elle serait capable de gérer des phénomènes comme, par exemple, celui de la résistance, qui est, par exemple, est-ce qu'elle serait capable de gérer par exemple, l'inefficacité d'une action, où il y a des gains qui, par exemple, ne sont pas de l'ordre du calculable. Par exemple, on sait très bien que les actes de résistance, souvent, sont, du point de vue de l'efficacité, absolument inefficaces. Non, ne sert à rien. Il ne sert peut-être qu'au niveau symbolique, au niveau des mobilisations, mais pas calculable. Et maintenant, pour finir, j'aimerais traiter une question, c'est celle que j'ai mentionnée au début, qui pourrait être un peu liée à la question que j'avais posée à Maria Giulia, c'est la question du simulacre et des modalités vérificatoires. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de construire des simulacres? Mais pas uniquement des simulacres d'elle-même, mais des simulacres de l'autre. Donc, des formes de stratégies, non? Souvenez-vous, le simulacre passionnel, c'est un calcul stratégique fondé sur la prédictivité narrative et passionnelle, où il y a une projection de simulacre pour comprendre justement l'intelligence prédictive. L'intelligence peut construire des simulacres de son interlocuteur et donc anticiper ses actions, ce qui constituerait la véritable intelligence stratégique prospective. Pourquoi? Parce que le simulacre est surtout interactif et interpassionnel. Dans son intervention l'année dernière, l'article qu'on va publier dans le numéro de Semiotica, Pierluigi Basso parlait, justement, il avait soumis ChatGPT à des questions sur est-ce que ChatGPT était capable de construire des simulacres. Et Pierluigi Basso disait si l'émancipation d'un possible est déjà
encadré par un système de pièces et d'opérations limitées n'est plus envisageable, alors on peut douter de rencontrer des véritables simulacres d'intelligence, ces dernières n'étant pas réductibles au calcul. Évidemment, on ne peut être que d'accord avec ça. Et il continue en disant la capacité stratégique de respecter un interdit de la programmation, il faut se tenir à l'écart de tout dialogue délirant, n'empêche pas de construire une narration. Et si l'on veut, un monde est possible où l'absurde peut se manifester en intégrant le simulacre de l'interlocuteur. Mais si on va au-delà de cette définition de simulacre, pour le penser en termes justement intersubjectifs, pour pouvoir parler d'une véritable intelligence artificielle stratégique, il faudrait, si vous voulez, une intelligence artificielle capable de démentir des pronostics, c'est-à-dire de construire des véritables simulacres de l'autre, donc de construire une véritable intersubjectivité. Par exemple, un joueur de poker a des mauvaises cartes, mais il fait la plus grosse mise. Les autres joueurs sont effrayés par son bluff et concèdent la victoire. Un acheteur veut négocier un produit, mais ne montre aucun intérêt, non, quand on va dans des marchés. Il regarde d'abord d'autres produits, il pose des questions. Puis, sans grande intention, sans montrer beaucoup d'intérêt, demande le prix de ce que l'intéresse réellement, pour justement détromper et tromper son interlocuteur, le vendeur. Or, pour pouvoir faire cela, c'est-à-dire pour pouvoir jouer ce type de jeu, le bluff par exemple, il faudrait que l'intelligence artificielle puisse mentir et induire en erreur l'autre avec une véritable intelligence stratégique à partir de la construction et de la projection de simulacres de l'autre, tant au niveau de l'être que du faire, et de ses possibles réactions futures aux actions de l'intelligence à venir, et donc dans la capacité de faire, par exemple, de la capacité pour l'intelligence artificielle de faire, par exemple, des faux mouvements, des feintes qui trompent l'autre en le faisant croire qu'elle va faire quelque chose pour que l'autre fasse une action et que l'intelligence artificielle les prenne, disons, par surprise. Voilà. Est-ce que l'intelligence artificielle elle est capable de créer des surprises stratégiques face à un autre sujet? Qu'elle soit capable de l'atteindre, par exemple, là où elle s'attend le moins, l'attaquer ailleurs où la logique militaire ou la logique de l'efficacité l'imposerait. Par exemple, dans l'histoire de la guerre, il y a l'épisode très célèbre de la guérilla arabe contre l'armée turque qui attaquait, disons, des objectifs qui n'avaient aucun intérêt. Pour, évidemment, l'armée turque. Donc là, il y avait une véritable intelligence artificielle, une intelligence stratégique capable de tromper son ennemi, tout simplement. Donc la question est, si l'on suit l'idée d'Eco, est-ce que l'intelligence artificielle militaire sera capable de mentir? Voilà la question. Ou pour reprendre les derniers travaux de Paulo Fabri, est-ce qu'elle saura simuler, dissimuler, construire des camouflages de ce qu'elle veut faire ou pas faire? Non. Donc, je pense que nous devrions interroger l'intelligence artificielle générative, par exemple, en vue de comprendre si elle construit, comment elle construit ce qu'elle fait. Si elle construit, par exemple, des formes de crédibilité du simulacre qu'elle offre à l'autre, et d'analyser les mouvements interactifs et les régimes de confiance, par exemple, qu'elle construit et des doutes, de confiance et des doutes qu'elle met en place. Est-ce qu'elle est capable de construire, par exemple, des régimes de doute dans les relations avec l'autre? Donc, ce que nous devrions interroger pour comprendre de quoi elle est capable, cette intelligence artificielle stratégique et donc militaire, si elle est capable de tromper. Et alors, ça voudrait dire qu'on est vraiment devant une authentique intelligence stratégique. Un peu comme le loup dont parlait Fabri, qui est capable d'effacer ses traces ou qui est même capable de contourner son prédateur pour le suivre lui à la trace. Est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de faire ça? Et alors là, on aura vraiment une intelligence artificielle stratégique au sens strict. Merci.
Juan, mille merci. C'était très intéressant. Je regrette qu'Adrien soit parti aussi parce que je pense qu'il aurait pu avoir peut-être quelques réponses de plus que nous. Moi, je voulais faire deux ou trois commentaires, questions peut-être. Alors, tu as dit que l'intelligence artificielle n'a pas de morale, ne se fatigue pas. Ça, bien sûr, il n'y a pas de doute. Et tu as dit à un certain moment, tout de suite après, qu'elle n'a pas de détermination culturelle, qu'elle n'est pas... Et là, je ne suis pas vraiment d'accord parce que on sait bien que ce sont les entreprises qui les ont faites, disons, pour le dire de manière très franche, très banale, qui impriment d'une certaine manière et dans les annotations et dans les programmes une détermination qui est celle qui domine notre monde. Et en plus, il faut aussi considérer, ça a été beaucoup étudié, tous les biais, tous les stéréotypes que l'intelligence artificielle porte toujours avec ses réponses, avec ses actions, disons comme ça. Donc, sur ça, j'aurais voulu t'interroger parce que peut-être que tu considères que dans les cas de la guerre, ces biais dans l'artificiel est, est bourré, j'oserais dire. Ils sont un nombre plus limité, ils sont gérés de manière différente, parce qu'on sait bien que les bases de données, celles généralistes, sont annotées aussi par des gens payés à l'heure, et donc évidemment pas par des professionnels. Alors peut-être que dans les cas de la guerre, cette culture, on peut imaginer que c'est du calcul pur, même si ce calcul pur, j'ai du doute à penser que ça puisse exister parce que tout est géré par nous ou par les entreprises. La deuxième question, à un certain moment, tu as dit oui, il n'y a pas de morale, etc. Mais il m'a paru, mais peut-être je me trompe, que tu as un peu isolé l'intelligence artificielle par rapport à l'armée, par exemple, par rapport à qui vraiment gère face à face les obstacles quotidiens de la guerre. Et je me suis dit, tu ne penses pas qu'on pourrait, par exemple, construire, comme Claudio l'a dit, mais comme d'autres aussi le disent, des enchaînements d'instances qui nous permettent de voir l'intelligence artificielle dans un enchaînement, dans une chaîne qui nous permettrait de dire, ah, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas avoir de courage, mais infléchit le courage, l'enlève, le supprime, infléchit le moral et tout ça et tout ça. Là, je laisse tomber une de mes questions. Voilà la troisième et la dernière. Tu as dit qu'on ne passerait pas par des contenus. Alors, ça, je pense que c'est une question délicate. Je l'ai abordée. Je l'ai bien dit. Je ne sais pas donner une réponse définitive. Je pense que dans certains cas, on peut résoudre tout d'une certaine manière au niveau de la chaîne d'expression, mais dans d'autres cas, effectivement, c'est un peu difficile. Alors, la question est la suivante. La prise de décision dont tu as parlé, peut-elle, parce que tu l'as dit au début, ça aide dans la prise de décision, non? La prise de décision peut-elle se prendre ou se conseiller, je veux dire, sans passer par des contenus? Oui, bien entendu. En fait, j'ai une seule réponse à votre question. En fait, je commence par la dernière. Est-ce qu'on peut prendre des décisions sans avoir recours au contenu politique? Non, justement, non. Tout à fait. Mais le problème vient du fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a de plus en plus de données qui arrivent, qui sont récoltées par l'intelligence artificielle et qui sont tellement nombreux qui ne peuvent être traités que par l'intelligence artificielle même. Par exemple, le nombre d'images, le nombre d'informations, etc. Et donc, c'est elle qui calcule l'efficacité, l'ordre, les objectifs à atteindre, etc.
même le nombre de bombes avec lesquelles il faut, pour être efficace, bombarder ici ou là-bas. Mais comme la quantité de données est telle qu'on ne peut pas les gérer au niveau humain, c'est uniquement la propre intelligence artificielle qui doit prendre la décision. Donc, du coup, dans ces cas, tant qu'il y a un opérateur humain en politique qui décide, bien sûr qu'il y a des contenus. Oui. Mais les jours oui. Justement, la quantité est telle qu'on délègue complètement la gestion à l'intelligence artificielle, évidemment, là, les contenus géopolitiques ou socioculturels ou sociopolitiques vont être, je ne dis pas peut-être qu'ils disparaîtront pas, peut-être, mais ils vont être de plus en plus réduits. Pourquoi? Parce que il y a peu de billets dans la guerre. Et là, oui, bien sûr, on a construit historiquement des cadres comme les Nations Unies, la Convention de Genève, etc. Mais on sait pertinemment que dans la guerre, il y a le niveau, disons, des billets, on peut dire comme ça, il est très réduit. Donc, du coup, pourquoi? Parce que ce qui prime, c'est surtout une notion d'efficacité, c'est des calculs d'efficacité. Oui. Et donc, du coup, comme la machine, l'intelligence artificielle est extrêmement performante pour calculer le degré d'efficacité d'une action ou des actions à mener, et comme c'est l'efficacité qui est, disons, le contenu par excellence dans le but de la guerre, on lui laisse faire parce que c'est elle qui le fait le mieux. Donc, elle passe par des contenus, la machine elle-même. Oui, mais réduit au minimum, c'est-à-dire réduit par exemple à l'idée d'efficacité. Oui, oui. Et donc, on est d'accord, dans la guerre, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire, comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Hein. On dit, mais l'intelligence artificielle, évidemment, ne ferait qu'augmenter ces sortes d'hypertrophie de l'efficacité. Absolument. Absolument. Et en diminuant, disons, la dimension géopolitique même de l'objectif, disons, de la guerre. C'est pour ça que on pourrait presque dire qu'il construirait une sorte de guerre sans ces stratégies politiques. En exagérant. Moi, je suis totalement ignorante et je ne le sais pas, mais je me demande, est-ce que des données géopolitiques sont inclus dans cette... Ça, je ne sais pas, mais je suppose qu'il y aura un moment, évidemment, où les données géopolitiques seront aussi objectivées. Je pense aussi. Bon, alors, il y a une question à la maison. Là, mais pourquoi a disparu? Marion, tu voulais poser une question? Alors, Jean-Pierre Desclés. Oui. Qui donne la main, mais je ne comprenais pas. Alors, Marion, oui, alors, je donne la parole à Marion qui a... Lève la main. Alors, Marion, Jean-Pierre, Jean-François et Denis. Voilà, Marion. Non, je voulais juste... Vous m'entendez? Oui, on ne te voit pas. Bon, oui, mais ça c'est normal, tu sais pourquoi. Voilà, non, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'effectivement, il me semble que dire qu'il n'y a pas de contenu, c'est peut-être prendre une solution un peu extrême, dans la mesure où toutes les données, quelles qu'elles soient, ont toujours une part sémantique inhérente, je dirais. Hein. Donc, je comprends tout à fait ce que dit Juan quand il parle de l'efficacité qui l'emporte, qui prime, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il n'en demeure pas moins que l'on ne peut pas se défaire, je pense, de toute charge sémantique, ni même de valeurs. Les valeurs sont également véhiculées quand même par des données sur lesquelles la machine est entraînée, etc. Les valeurs sont toujours présentes. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, par exemple, ne serait-ce que du point de vue de l'efficacité, évidemment que l'intelligence artificielle dans la guerre va être programmée pour, par exemple, éliminer certains éléments et pas d'autres, parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus nuisibles ou ce sont des objectifs qui ont plus de valeur. On est d'accord, bien sûr. Mais toujours avec ces contenus, une sorte de méta-contenu, on pourrait dire que c'est celui de l'efficacité, qui est... Peut-être que ce n'est pas correct de parler sans contenu, mais évidemment, les calculs n'est pas fait uniquement sur des données purement statistiques,
mais sur des éléments qui ont des contenus, justement des valeurs, ne serait-ce que des valeurs tactiques, par exemple. Mais la place du calcul sur l'efficacité va, c'est-à-dire que les contenus qui vont disparaître sont surtout les contenus du sens géopolitique. Je veux dire que les seuls contenus vont être ceux de l'efficacité militaire. Voilà. L'efficacité dans le sens le plus presque juste meurtrier, quoi. Merci Marion. Alors, après Marion, Jean-Pierre. Vous avez parlé beaucoup de stratégie, justement, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on se voit un mariage entre l'IA symbolique et l'IA générative? Parce que l'IA générative actuelle s'oppose à l'IA symbolique. L'IA symbolique, à un moment donné, je pense à Jacques Pitra, par exemple, parlait de méta-connaissance. Par exemple, la stratégie, je définis un but, quels sont les moyens pour atteindre ce but, éventuellement d'introduire des ruses dans la stratégie, parce que c'est dans ça, on va affaiblir l'ennemi ici pour attaquer ailleurs. Or, cette fois-ci, il peut y avoir des raisonnements symboliques avec des représentations, quel est le but que je veux atteindre et les différents sous-buts qu'il faut réaliser pour atteindre ce but. Et donc se servir à ce moment-là des données, évidemment, dont on dispose. Donc c'est une articulation entre l'IA symbolique et l'IA générative qui n'a, à ma connaissance, pas du tout lieu en ce moment. Au fond, c'est la question que je me pose à la fin, c'est-à-dire s'il serait capable, je ne sais pas, je ne connais pas l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à ça, hein, mais justement, c'est à ce moment-là qu'elle deviendra vraiment une intelligence artificielle stratégique. C'est à ces conditions, justement. Et donc, il faut les relier, relier à exclure l'intelligence symbolique et l'intelligence générative. Maintenant, vous savez, vous proposez quelquefois sur d'autres sujets, hein, la guerre, des articles avec l'IA symbolique, vous êtes rejetés. L'article est refusé en disant prouvez-le par des statistiques. J'avoue que je n'ai pas de réponse à ça, il faudrait vraiment qu'on les collabore, mais c'est clair que c'est ça, le chemin. Voilà. Le chemin pour construire une intelligence stratégique. C'est ça. Merci, Jean-François. Oui, merci. Bon, alors, si l'image du jeu peut servir, peut-être on s'en sert trop, mais enfin bon, il y a quand même quelque chose dans le jeu, par exemple, bon, c'est qu'il faut décider d'avance combien on joue. Il y a une mise, et jusqu'où on peut aller. Donc il y a un rapport intersubjectif immédiat qui décide de la valeur des choses. On sait combien chaque pièce vaut. La question sémantique, elle est d'une certaine façon, elle est déjà réglée, puisque on sait ce que ça vaut. Deuxièmement, pour jouer, il faut être d'accord pour jouer. Et c'est en grande partie aussi le cas des relations violentes. Pour faire la guerre, il faut d'une certaine façon être d'accord pour faire la guerre. C'est pas si. Alors, voilà. Et donc, à chaque intervention, non seulement ce qui est tactiquement en jeu, mais on joue le sens global du jeu. On est d'accord pour faire la guerre, mais pas forcément jusqu'au bout, pas forcément, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de guerres de nature différente. Et selon ce qu'on est prêt à jouer, et justement jusqu'où. Voilà. Et il me semble que ça, c'est un cadre intéressant pour la question de la valeur. Et surtout, alors, pour une autre question qui me semble sous-jacente à ce que tu as dit, c'est que on parle sans arrêt de base de données, mais qu'est-ce que c'est dans ce cas-là qu'une donnée? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une donnée en
faire la guerre? Est-ce que c'est forcément quelque chose qui est donné par une agence de renseignement? C'est quelque chose qui est déjà en soi. Alors, est-ce que les espions sont bons? Est-ce que, tu vois, donc, il y a effectivement, comme il aussi, il y a un flou général dans lequel nage l'intersubjectivité. Ouais, c'est ça. Et donc, la question, la question sémantique, qu'est-ce que l'autre veut exactement? Et qu'est-ce que je peux, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est décidé du départ sur le sens de ce qui va avoir lieu. Mais ça change après l'action. Oui, oui, tout à fait. C'est disons, le but, stratégique qui sont décidés à l'avance, le but géopolitique, justement, de la guerre. Et oui, bien sûr, il faut être d'accord pour faire la guerre, évidemment. Je me souviens que Clausewitz disait la guerre, c'est la défensive, c'est pas l'attaque, bien entendu. Si quelqu'un attaque et personne ne se défend, il n'y a pas de guerre, bien entendu. La guerre commence quand quelqu'un décide de se défendre, c'est clair. Et donc, il y a deux sujets, avec, justement, mais ont des objectifs, c'est clair. Et là, je pense que cette question qui l'obsède, pourquoi Napoléon gagne toutes ces batailles? C'est une question pourquoi il est remarqué. Bon, à la fin de la bataille, il y avait autant de morts chez les autres, il y avait autant de pertes matérielles que chez les autres, etc. etc. Mais il arrive toujours à recomposer l'ordre de son armée, c'est-à-dire à garder l'unité de consistance. Alors ça, c'est une question intéressante aussi. C'est une question qui est à la fois militaire et politique aussi. Donc, c'est une question vraiment sémétique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'unité d'un corps, qu'est-ce que ça signifie. Alors que justement, le calcul est la question, c'est ce que le calcul. Oui, tout. Est-ce que, par exemple, le calcul de l'intelligence artificielle est capable de produire ce type de contenu? L'idée de la cohérence. Très brièvement, mais c'est parce que ma question rejoint la thématique qui a été plusieurs fois développée dans la question. En tout temps, je pensais à l'étude de Grémas sur le beau geste, qui est une forme d'introduction de gestion de la conflictualité à travers une configuration de l'épargne de l'autre. Il y a une configuration. Et à partir de là, c'est la dimension des seuils et jusqu'où, parce que ce dont tu as parlé, est-ce qu'on peut, dans la programmation issue de la multiplication des données, de leur calcul et de leur intégration à partir de la programmation, est-ce que les seuils axiologiques, les seuils supportables pour l'adversaire, des seuils qui permettent de gérer le cours perfectif de la guerre gérée par l'IA? Je ne sais pas te répondre du point de vue de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas s'ils sont capables de le faire, ceux qui travaillent là-dessus. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut distinguer entre une intelligence qui pense en termes exclusivement d'efficacité, ou est-ce qu'il est capable de penser en termes d'efficience, c'est-à-dire qui prennent en considération disons les effets collatéraux de l'efficacité. Quels sont les bénéfices? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle est capable justement d'efficience, c'est-à-dire de combien ça coûte, combien on est prêt à perdre, etc. On faudrait avoir un test pour voir, par exemple, si... Il faudrait avoir des données, c'est-à-dire oui, il faudrait avoir des données. un cas, oui, non, pas des données, mais un cas.
Un cas précis, oui. Ou deux cas. Face à une armée qui utilise le temps commun. Ouais, quoi. C'est parti. On a encore une question. Avner Pérez. Oui. Encore patient. Merci. Non, merci Juan pour les questions que tu poses. Alors, moi, j'ai l'impression que justement, la question que tu poses entre tactique et stratégie, peut-être peut trouver à se refléter dans la question des data et de leur indexation. Parce que finalement, on nous a dit, pour la question des images, que c'était clair qu'il y avait du politiquement correct qui façonnait finalement les réponses de l'intelligence artificielle et donc renvoie à des valeurs paradigmatiques qui sont celles du monde des entreprises qui fabriquent les datas disponibles. Donc on pourrait se demander si par rapport à la question du simulacre, tu poses, est-ce que le simulacre, ça ne serait pas de voler l'intelligence artificielle des autres et de voir quelles sont les valeurs paradigmatiques qui indexent leurs données pour pouvoir finalement déterminer une stratégie qui tienne compte de ces valeurs paradigmatiques, ce que je me demandais. Voilà. Oui, mais bien sûr, mais là, ça ne serait pas intelligence artificielle contre intelligence artificielle, d'une certaine manière, ça serait encore des acteurs humains contre des acteurs humains. Et donc, c'est-à-dire que les décisions seraient toujours au niveau de l'acteur humain, pas de l'intelligence artificielle. Ça dépend. Si tu imagines que tu te procures, je ne sais pas quel logiciel d'intelligence artificielle qui appartient aux Russes, qui leur seuil de tolérance, c'est 20 millions de morts, tu peux dire que là, tu peux faire un simulacre que tu ne peux pas faire avec une intelligence artificielle qui serait indexée sur d'autres valeurs paradigmatiques. Donc, la stratégie, à mon avis, elle serait plutôt du côté des valeurs d'indexation des données, quoi. Enfin, donc, ouais, des valeurs des acteurs humains, de l'intelligence humaine, pas de l'intelligence artificielle. Mais qui est déjà implémenté dans l'intelligence artificielle, puisqu'on nous parle de politiquement correct, oui, il y a des valeurs qui sont implémentées à la base. Donc, l'idée du simulacre, à mon avis, elle doit passer plutôt par ça que par les datas elles-mêmes. Et il s'agit de formes de vie avec des valeurs paradigmatiques et une syntagmatisation qui est différente, je crois, selon les mondes. C'est ça qui pourrait permettre de penser le simulacre. Enfin, c'est une suggestion que je fais. Oui, oui. Très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup à tout le monde. Oh, il y a encore des questions. Oui. Merci. Je voudrais une chose, s'il te plaît. Alors, si la délégation de la guerre est faite à l'intelligence artificielle et si tout devient un calcul, alors on est forcément dans un régime de programmation. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a l'aléatoire? Et pour l'aléatoire, j'imagine... Pardon, quand il y a l'aléatoire. Et avec l'aléatoire, j'imagine les techniques ou les conflits entre les machines. Je n'ai pas bien compris. Calculer l'aléatoire. Oui, mais l'aléatoire, bien sûr, j'imagine qu'ils sont capables de calculer l'aléatoire. Mais est-ce qu'ils sont capables de programmer bon, déjà, je ne sais pas s'ils sont capables de calculer l'aléatoire. Je suppose qu'il y a des lois capables de les faire dans la probabilistique, dans l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'ils sont capables de programmer non l'aléatoire, mais l'inattendu, plus que l'aléatoire, l'inattendu, l'inefficace, comme forme de l'efficacité? Est-ce que, par exemple, ils sont capables de calculer sacrifice inutile? Le sacrifice inutile. Pas le sacrifice qui aurait une certaine utilité dans un autre monde, etc. Non, le sacrifice inutile, complet, qui peut changer la donne, peut-être. On ne sait pas. D'ailleurs, le sacrifice inutile dont on n'imagine pas qu'il puisse servir à quoi que ce soit. Mais parfois, ils servent. Est-ce qu'on est capable une intelligence humaine peut le concevoir, ça,
Elle peut concevoir que face à lui, par exemple, il y a toute une histoire de la stratégie qui s'appelle la stratégie du face au fou. C'est un classique. Comment construire une stratégie face à un acteur fou? Comme il y a la stratégie du faible contre les forts, du fort contre les faibles, il y a la stratégie contre le fou. Donc, l'imprévisible. Comment construire une stratégie contre l'imprévisible? Hein? Oui. Bon. Donc, ça a été théorisé, bien entendu, dans la stratégie classique. Est-ce que je suppose on peut le faire aussi avec de l'intelligence artificielle si l'intelligence humaine est capable de le programmer. Très rapide, donc très superficiel aussi, on a dit que comme stratégie de la guerre, l'AI est sans morale, sans salut, de façon très superficielle. Donc, quelle est la qualité pour la paix? Ça, c'est une très question. Ah oui, non, mais c'est une très bonne question. On pourrait se demander ce qu'on pourrait construire, parce que là, on réfléchit uniquement à l'intelligence artificielle dans la guerre. On pourrait imaginer une intelligence artificielle capable de calculs pacifiques. Tout à fait. Tout à fait. Mais ouais, je ne sais pas si on l'applique. Ça, c'est une question. C'est clair que ça existe dans le monde de la guerre, mais peut-être qu'il utilise. Par exemple, je pense qu'elle est utilisée dans la diplomatie, sans aucun doute. Si on considère que la diplomatie c'est une forme de cheminement vers la paix, probablement elle est utilisée aussi. Calcul, par exemple, de ce que je ne peux pas demander à l'autre. Au lieu de calculer ce que je peux sacrifier de l'autre, ce que je ne peux pas demander à l'autre, pour éviter justement le conflit. Voilà. Tout à fait. Merci. Merci à vous deux. Alors, on va se quitter. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi de chez eux. Merci à vous tous. N'oublions pas que dans une semaine, dans 7 jours, il y aura Jean-Pierre Desclés qui vient faire une intervention chez nous avec Giuseppe Longo. Soyez là, soyez nombreuses et nombreux. Bonne soirée.